Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le forum de discussion. Ça se discute. Nos invités sont déjà en plateau et en ligne. Je me vais saluer Julio Tometti, juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé. Bonsoir. Bonsoir François David Noumon, bonsoir aux téléspectateurs. Je salue Jed Koboudé de l'autre côté. Oui, bon, donc la présentation est faite. C'est Boni Kaboulé depuis Paris, économiste et directeur général du think tank l'Afrique des idées. Mohamed Yamedi devrait nous rejoindre d'un moment à un autre. Alors, Soboni Kaboulé, puisque la balle vous a été lancée, la passe vous a été faite depuis Cotonou par Julio Tometti. Nous allons défricher la première question, le premier thème de ce forum d'échange, la campagne agricole, plus de 24 milliards de subventions accordées aux producteurs. Sophie Kaboulé, on peut dire qu'à ce niveau, sur ce plan, le gouvernement est resté constant dans son action, eu égard aux dispositifs déployés ces dernières années pour soutenir les paysans, surtout face à l'inflation des intrants principalement. Tout à fait. Alors, lors du Conseil des ministres d'hier, il a été effectivement décidé la mise en place d'une subvention de l'État en soutien au prix de cession des engrais d'un montant de 24,4 milliards pour la campagne agricole 2024-2025. Alors, rappelons que l'État fait la même chose pour les campagnes agricoles 2022-2023, où là, la subvention était de 55 milliards de mémoire, et pour la campagne 2023-2024, où la subvention était une trentaine de milliards ou 30 milliards de mémoire. Alors, la question, au fond, c'est de savoir pourquoi le gouvernement choisit de mettre en place cette subvention. Et vous avez commencé par l'évoquer. C'est essentiellement, me semble-t-il, en raison de la conjoncture internationale, n'est-ce pas? La conjonction de la crise de la Covid-19 et du conflit russo-ukrainien a produit une hausse, n'est-ce pas? Une hausse importante des prix des engrais sur le marché international. Et puis, pour protéger les producteurs agricoles, l'État a décidé d'atténuer le choc de la hausse des prix en dégalant des subventions depuis la campagne agricole 2022-2023. L'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire enfin, la question essentielle qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette mesure est une bonne politique économique? Fondamentalement, d'abord, alors nous, on a la place qui convient bien, c'est-à-dire la place du commentateur. Nous ne sommes pas en responsabilité et il faut se mettre à la place de ceux qui sont en responsabilité. On comprend bien pourquoi le gouvernement porte une attention particulière au secteur agricole. L'agriculture au Bénin, c'est 50% de l'emploi total, c'est près d'un tiers du PIB, c'est 80% des recettes d'exportation, c'est 15% des recettes publiques. Donc, on comprend bien l'attention du gouvernement. Mais en économie, et vous commencez à me connaître, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ouais. Voilà. En écho au titre du célèbre traité d'économie de Frédéric Bastiat, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit avec cette mesure, c'est les effets à court terme, c'est-à-dire des producteurs qui seront ravis de payer moins cher les intrants agricoles, pardon. C'est aussi la production agricole qui va sûrement être maintenue. Donc, de ce point de vue-là, on voit bien les bénéfices qui sautent aux yeux. Mais il y a ce qu'on ne voit pas. D'abord, la question du coût d'opportunité. 24,4 milliards pour des agriculteurs, c'est 24,4 milliards qu'on n'a pas pour l'éducation, pour la santé, pour l'industrie, etc. Donc, première question, la question du coût d'opportunité. C'est-à-dire ce qu'on aurait pu faire avec les 24,4 milliards. Dit autrement, il y a une forme d'éviction d'autres investissements publics. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, le point que relève le gouvernement sur cette subvention, c'est qu'au fond, ce sont des subventions temporaires. Vous savez, je commence à
à fréquenter, comment dire, à analyser l'actualité, et je sais bien, comme Milton Friedman, qu'il n'y a rien de plus durable qu'un programme gouvernemental temporaire. C'est-à-dire que ça part de l'intention, ça part comme intention un programme temporaire, et ça devient très très durable. Il n'y a rien de plus durable. C'est-à-dire que les politiques de subvention, de chèques, etc., créent au fond des intérêts politiques, rendant difficile la suppression de ces subventions après. Et la preuve, je suis prêt à parier que la subvention dégainée au Conseil des ministres hier, pour la campagne 2024-2025, a été décidée sans aucune étude préalable. J'en suis convaincu. Il faudra faire votre enquête journalistique, mais j'en suis convaincu. Quel type d'étude? La raison est simple. Je vous donne la raison. Parce que pour moi, les prix des engrais sur le marché international sont orientés à la baisse. Alors, il y a eu la hausse, effectivement, avec la Covid et la crise en Ukraine. Mais aujourd'hui, les prix des engrais sont orientés à la baisse et connaissent une décrue. Quand vous regardez le marché des engrais, au fond, il est structurellement baissier. Oui, on a une baisse importante sur les prix de la monitrate. Oui, que ce soit la monitrate 27 ou la monitrate 33,5, avec l'arrivée d'une offre abondante, on a les prix qui chutent. Même chose pour l'urée. Je vous rappelle que l'Inde a décidé d'acheter 2 fois moins d'urée que prévu dans son appel d'offres. Cela a créé une offre excédentaire sur le marché et le prix de l'urée ne cesse de baisser. Oui, Sophonie Djelkobodé, peut-être que les prix n'ont pas encore assez baissé ici, parce que quand on regarde au Togo à côté, on est autour encore de 22 000, 23 000 le sac. Il y a quelques années, on était autour de 25 000, 27 000. Quand on le sponsorisait, quand on le subventionnait ici, je pense que c'est resté constant à 14 000 pendant des années. Donc, certainement que les prix ne sont pas encore répercutés assez. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'argument donné qui est que les prix, c'est en raison des prix des engrais sur le marché international qu'on dégaine la subvention, je suis en train de contester cet argument. Oui, mais d'accord. En disant, ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà, suivant vos analyses, est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que, en réalité, les prix, même si sur beaucoup de produits, y compris les intrants agricoles, sur beaucoup de produits, ayant connu une certaine inflation ces dernières années, les prix ne sont jamais encore revenus au prix de départ d'il y a quelques années? Non, c'est pas vrai. L'urée, vous prenez l'urée est revenu à son prix, pré-Covid. Bon, pareil. Nous allons enquêter là-dessus. Alors, ce qui n'est pas redescendu, c'est le phosphore. Le phosphore est resté stable. Oui. Mais grosso modo, franchement, il y a une indice qui trace le prix des engrais l'essentiel des engrais, c'est orienté clairement à la baisse. Donc, en réalité, il n'y a plus de raison de poursuivre la politique de subvention qui se voulait temporaire. Mais comme je vous l'ai dit, le problème de la subvention, c'est pas que c'est une mauvaise politique en tant que telle. Parce que ça répond à une conjoncture, c'est-à-dire qu'il y a un problème tout de suite et il faut le régler. Mais le problème, c'est que ça crée des intérêts et après, supprimer une subvention, c'est très, très compliqué et ça coûte politiquement. Il ne faut jamais l'oublier. Vous savez, moi, je suis fasciné par quelque chose et je vais finir par là. C'est que je trouve toujours curieux qu'un gouvernement, quel qu'il soit, veuille réagir au moins de changement dans la conjoncture internationale. On veut soi-disant protéger les acteurs économiques, évidemment avec l'argent public, mais contre tout risque de leur activité. Moi, vous savez, ça me rappelle quelque chose. Je vous raconte au début du XXe siècle, vous savez, le service forestier américain a commencé à observer une politique stricte de tolérance zéro vis-à-vis des feux de forêt. Parce qu'ils estiment qu'un bon entretien de la nature, ça signifiait empêcher que
quoi que ce soit ne meurt pas de flammes. Eh bien, depuis, nous avons appris quoi? Que les petits incendies de forêt jouent en fait un rôle important dans la prévention des incendies plus importants et plus catastrophiques, car ils défrichent en partie l'ancienne végétation à des doses gérables. Eh bien, le problème, c'est que en voulant éteindre des petits feux, eh bien, les experts forestiers américains finirent par atteindre l'objectif inverse de ce qu'ils visaient. Ils ont rendu les forêts plus vulnérables. C'est pour ça que l'argument qui consiste à dire il y a un départ de feu, c'est-à-dire les prix, on a une conjoncture internationale, les prix montent, il faut absolument protéger l'entrepreneur agricole. Ça me paraît être une attitude curieuse, parce que la beauté de l'entrepreneuriat aussi, c'est le couple, enfin, c'est l'incertitude, quoi. C'est-à-dire que c'est le couple gain-perte qui fait l'entrepreneuriat. Sinon, s'il n'y a pas de risque, si l'entrepreneur agricole gagne sur tous les coups, oui, bah, il n'est pas entrepreneur, quoi, il est rentier. Julien Tometi, partagez-vous le même sentiment des subventions qui deviennent des subventions temporaires qui deviennent pérennes? Non, ça peut-être, il ne faut pas faire de conjecture, il faut attendre peut-être d'apprécier, mais c'est déjà quand même bien que l'attention soit attirée là-dessus pour que fondamentalement, peut-être nous puissions tous y veiller. Je veux bien croire que peut-être Sophonie n'est pas raison et que les subventions soient véritablement conjoncturelles pour en fait peut-être aménager en fait une situation à laquelle on ne s'attendait pas. Oui, justement, sans vouloir vous couper, vous, le politique, quand il parle de coût politique, est-ce qu'il tape dans le mille? Parce que quand vous êtes acteur politique, donc en responsabilité, vous concédez des subventions, c'est vrai qu'il y a un attrait de suite. Après, en tant que politique, c'est difficile de se soustraire à ce cadeau. Le cadeau peut devenir rapidement pérenne parce que vous pensez au coût que ça peut avoir, non seulement sur votre popularité, sur votre action, si vous le retirez. Est-ce que, quand il parle de coût politique, c'est quelque chose de pertinent? Non, je ne vois pas ça en termes de coût politique. Je ne vois pas ça en termes de coût politique. Puisqu'il posait la question, Sophonie posait la question de savoir si c'était une bonne politique économique, et vous demandez si ce n'est pas un bon coup politique. Je dirais plutôt que c'est une politique notamment d'ordre social et alimentaire. D'ordre social et alimentaire parce que en fait, qu'est-ce qui a prévalu d'abord en fait depuis 2002 depuis 2002 à ces 2021, vous voulez dire? 2021. Oui, 2022. C'était que, en fait, avec la hausse sur le marché international de ces intrants, notamment de ces engrais-là, nos producteurs agricoles n'étaient plus en capacité véritablement, de faire face à ces coûts. Et donc, ce qui rendrait, inaccessible, en fait, le marché à nos producteurs agricoles. En conséquence, c'est que cela menacerait notre sécurité alimentaire. Cela menacerait au plan national, même en fait en termes économiques, en fait la productivité de nos agriculteurs. Il faut le dire comme ça. Ça crée deux trucs. Au-delà de la question alimentaire, c'est dit que en fait, les gens qui n'ont pour seul revenu ou bien pour seule activité, en fait, que les travaux agricoles, n'ayant pas assez, ou bien leur source de revenus, ou bien leur financement, ils n'ont pas assez, en fait, au marché des coûts. Donc, visiblement, en fait, ils ne sont pas en capacité de produire. Donc, ça crée déjà, en fait, une conséquence à leur niveau. Et la seconde conséquence, comme je l'ai dit tantôt, c'est nous serions en train de côtoyer une crise alimentaire. Et, en fait, c'est quoi? Il faut dire, on va se poser la question de savoir pourquoi en fait de 50 milliards en fait en termes de subventions, nous sommes passés à 30 milliards et aujourd'hui à 24 milliards. Bien entendu, ça donne raison à Sophonie et Jette Koboudé d'une certaine façon, parce que les prix se régularisent au niveau international, mais ce n'est toujours pas automatique. Ce qui justifierait, bien entendu, en fait, que moi je vais bien espérer que tant que la situation évolue peut-être à la baisse, que les subventions diminuent et que, en fait, finalement, on soit en capacité de se passer de ces subventions, parce que, en fait, si le marché se régulait de lui
lui-même, ou bien si les producteurs, ou bien les entrepreneurs agricoles, en fait, comprenaient en fait le mécanisme, ils pourront d'une certaine manière, se dépasser ou bien se passer de cette subvention. Parce qu'en vérité, je suis d'accord avec lui. Si, il y a subvention, et que ces subventions doivent se pérenniser, en fait, ça ne permet plus de régler une conjoncture économique. Donc, la subvention devait avoir pour finalité, bien pour objet, de régler un tant soit peu la situation conjoncturelle qui se passe. Donc, pour moi, en fait, ce n'est pas une visée, pour moi, ce n'est pas une visée peut-être économique ou une visée politique que l'on souvent, mais en fait, c'est de parer à une situation qui se pose. Et il faut dire, c'est pourquoi c'est en cela que je ne suis pas toujours d'accord avec peut-être Sophonie. Nous sommes un marché économique qui n'est pas encore en capacité de se réguler de lui-même, parce que le fonctionnement n'est pas en fait véritablement celui de ce que ça devait être. Donc, ce qui oblige en fait un tant soit peu, lorsque cette situation arrive, l'interventionnisme en fait de l'État, que ce soit dans la production, que ce soit dans la commercialisation, nous avons fait le débat la dernière fois d'une certaine façon. À l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas prendre le risque. Aucun gouvernant en fait à l'état actuel de notre économie ne peut prendre le risque de dire je vais laisser l'économie béninoise s'auto-réguler d'une certaine façon. Nous, je pense en fait les dégâts seront parce que en fait vous savez il y a en fait une certaine disparité entre les capacités de financement et donc cette disparité et la plus grande partie ou bien la plus grande part en fait de cette disparité, ceux qui subissent en fait cette disparité sont en fait ceux qui sont dans nos contrées, dans les contrées rurales et donc ils risquent d'être absorbés par la concurrence. Pourquoi pas ne pas disparaître? Parce que dans la vie aujourd'hui, nous ne sommes pas encore allés à une mécanisation ou à une industrialisation forte de notre entreprise. Donc nous sommes encore à ce que nous appelons l'agriculture familiale, donc de subsistance. Donc il y a nécessité à ce que l'État reste là, intervienne pour en fait réguler. Justement, mon réalisateur s'est invité dans le débat en passant opportunément à l'écran cette question, on va dire, devenue presque existentielle du maïs. Justement, par rapport à cette question, juste vous faire une incursion, en mettant, Sophonie Jet-Kaboulé, en mettant en question l'interventionnisme de l'État ou non, ça c'est pratiquement un cas d'école. On a une production normalement suffisante, 1 800 000 tonnes de tonnes de maïs, la consommation intérieure autour d'1 million de tonnes, mais pour autant, les prix n'ont jamais été aussi hauts. Donc, qu'est-ce que l'État doit faire dans cette situation? Laisser les prix monter simplement, laisser le marché faire les choses? Ou justement, par rapport à l'interventionnisme de l'État, là, c'est un cas d'école concret qui est sur la table et ce dont tout le monde parle. Qu'est-ce que l'État devrait faire, d'après vous? Oui, vous savez, il faudra poser la question au prophète de l'interventionnisme. Comment dire? Vous avez, j'ai entendu tout à l'heure M. Tometi qui dit notre économie n'est pas encore à l'étape où on va laisser le marché faire. Il faut de l'interventionnisme. Ça fait 60 ans qu'on fait de l'interventionnisme. Vous voyez le résultat spectaculaire de l'agriculture béninoise? Ça vous va? Il y a du changement quand même. Ça évolue. Très bien. Oui. Non, ça évolue tellement que le Bénin a une agriculture productive qui est très mécanisée, qui a un encadrement technique suffisant, Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Vous savez, Einstein définit la folie comme... Ce que vous souhaitez, c'est qu'on laisse les paysans, les entrepreneurs faire face à la crise, par exemple en se reposant sur des assistances privées. Est-ce que... voilà. Mais est-ce que ça ne... Est-ce que... Oui, mais... C'était ça la promesse du gouvernement. Est-ce que pour autant, pour un pays comme le nôtre, on ne rentrerait pas dans un cycle de dette à nos points en finir? Non, mais regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement lui-même, mais pas ce gouvernement. Talent 1, début 2016, 2017, le but c'était de sortir l'État, notamment de l'essentiel
de l'agriculture béninoise, c'est-à-dire le coton. Et justement, en déléguant la gestion à l'association interprofessionnelle du coton, et l'État retrouvant son rôle, c'est-à-dire de régulation. C'est-à-dire l'État jardinier. Bon, c'est pas moi qui ai souhaité ça. C'est le président de la République lui-même. Et d'ailleurs, au point où on avait annoncé la fin, la quasi-suppression, il y avait la quasi-suppression de toutes les subventions. Parce que, et moi j'avais applaudi cela parce que, enfin, c'était une décision qui respecte, j'ai envie de dire, la nature des choses. Le prix, ça ne se fabrique pas dans un bureau. Un prix, ça ne se fabrique pas dans un bureau. Un prix, c'est la résultante de la confrontation d'appréciation subjective de valeur. C'est-à-dire que quand je vais voir mon boulanger le matin, je lui donne 125 francs. Lui, il estime que les 125 francs que je lui donne a plus de valeur que la baguette qu'il me rend. Et moi, j'estime que la baguette qu'il me rend a plus de valeur que les 125 francs que je lui donne. Et comme ça, un prix se forme. Mais le problème, quand on veut, en général, fabriquer les prix dans un bureau, en fait, ça s'appelle l'Union soviétique, hein, ça finit toujours en pénurie. Soit en surproduction, soit en pénurie. Tout le temps. Parce que ce qui permet de réguler la quantité, ça s'appelle le prix. Encore une fois, j'ai l'impression de dire des banalités, mais c'est la vérité. Vous bloquez le loyer, eh bien, il y a pénurie de logement. Vous subventionnez des productions, vous subventionnez des choses, il y a surproduction ou des effets d'aubaine, c'est-à-dire des entrepreneurs qui vont aller dans tel secteur, pas parce que le secteur est rentable, mais parce qu'il y a des subventions à capter. Et donc, c'est ce qu'on appelle le détour de production, détournement de production, pardon. Et donc, du coup, c'est que vous déformez la marche économique, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce que les prix auraient dessiné s'il n'y avait pas eu intervention. Donc, moi, je ne dis pas que, encore une fois, je ne suis pas aux responsabilités. Et je donne un avis d'économiste. Oui. Je comprends bien que la politique a ses raisons, que la raison ignore. Mais je suis en train simplement de dire que voici les conséquences si vous prenez telle mesure. Voilà, d'une subvention qui dure dans le temps. Oui. Pas une subvention ponctuelle. Exactement. Oui. Le problème de la subvention, c'est toujours la même chose. C'est que ça crée des rentes. Oui. Et surtout, quand on commence par dire c'est temporaire, c'est souvent durable, malheureusement. Et puis surtout, ça nous évite de parler des vrais problèmes de l'agriculture béninoise. Parce que le problème de l'agriculture béninoise, c'est pas la hausse conjoncturelle du prix des intrants. Vous savez, le gouvernement a produit, notamment le ministère des Plans, la stratégie nationale de mécanisation agricole 2022-2026. Au point où dans le document, il est écrit que en 2030, à l'horizon 2030, le Bénin aura une agriculture, une mécanisation de son agriculture qui sera satisfaisante, qui sera suffisante. Ça fait depuis 2005 que je vois pondre à chaque fois les mêmes documents. Stratégie nationale de mécanisation agricole. On n'a pas avancé. On n'a pas avancé. La mise en œuvre de la stratégie nationale de mécanisation, la SNMA 2006-2015, sa mise en œuvre est à un niveau quasi nul. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le nouveau document, c'est la version actualisée de la stratégie nationale de mécanisation agricole 2022-2026. Oui. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Les vrais problèmes de l'agriculture béninoise, c'est la mécanisation agricole, c'est l'utilisation des outils archaïques, faute de mécanisation, oui. C'est l'encadrement technique.
Parce que quand on mécanise, il faut former à l'utilisation des machines, Oui, à leur maintenance, etc. Oui. C'est l'encadrement technique qui est insuffisant, c'est le manque d'infrastructures. Parce que quand vous mécanisez, il faudrait avoir de la disponibilité électrique pour pouvoir alimenter les machines, etc. Donc, vous voyez... Bien tout, oui, mais oui. On reviendra sur la mécanisation, mais vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu à ma question. Sur ce cas d'école, le maïs, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Le cas d'école de maïs, quoi? Du maïs. Qu'on vit du maïs? Oui. Une production suffisante. Du maïs, c'est ça? Oui, du maïs, voilà. Une production suffisante, mais des prix encore jamais atteints sur le marché. Est-ce que l'État devrait intervenir ou non? Non, mais... non, pourquoi l'État devrait intervenir? Il faut laisser les prix jouer. Il faut regarder les déterminants de la hausse. Je n'ai pas étudié de près la question, mais il faut voir pourquoi, quels sont les déterminants de cette hausse. Et si les déterminants, au fond, sont conjoncturels, il faut laisser passer leur âge. Et si les déterminants, par contre, sont structurels, eh bien, il y aura des arbitrages niveau microéconomique, c'est-à-dire des gens qui vont préférer, je ne sais pas moi, la farine de manioc à la farine de maïs. Donc, il va y avoir des effets de surtout pas d'intervention de l'État. Surtout pas d'intervention de l'État. C'est-à-dire que l'intervention de l'État, c'est, encore une fois, c'est vouloir éteindre les petits incendies pour préparer les grands incendies de demain. Je pense que sur la question du maïs, peut-être il ne faut pas s'emballer de théorie économique parce que là c'est un fait social que nous avons en fait sur la main. Vous savez que le maïs c'est presque la première source alimentaire pour beaucoup de ménages, ou bien pour la plupart des ménages béninois. Et donc, la hausse incontrôlée des prix depuis certains temps, je pense 250 aujourd'hui, 400, ça talonne même 450 à des moments donnés, peut avoir en fait des conséquences très fâcheuses les jours à venir ou les années à venir. Ça peut amener en fait aux perspectives que en fait l'OMS avait envisagées, sans même pointer en fait du doigt le maïs de cette crise qui en fait s'annonçait, notamment dans les pays comme les nôtres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord faire le diagnostic pour savoir le pourquoi. Les groupes d'information que nous avons révèle que la production est à son fort niveau et à son bon niveau. Donc, nous n'avons pas un problème de sous-production d'une certaine façon. Il paraîtrait que, en fait, c'est, la commercialisation ou l'exportation incontrôlée qui fait que, en fait, avec le jeu du marché, les prix ont grimpé. Il y aurait eu, en fait, un fort taux d'exportation ces derniers mois, ce qui fait que, en fait, lorsque vous avez en fait un certain attrait peut-être au dehors, vous vendez moins à l'intérieur ou bien vous voulez y mettre les prix qu'il faut. C'est pourquoi moi je suis inquiet en me demandant en fait lorsque les producteurs ou bien les entrepreneurs agricoles trouvent d'autres sources de commercialisation, une situation qu'on peut dire conjoncturelle peut devenir très vite structurelle, c'est-à-dire qu'on ne revient pas en fait à la situation normale si quelque chose n'est pas fait. Et donc, il y a un changement de comportement en fait au niveau de tout là par rapport à la commercialisation du maïs. Et à partir de ce moment-là, il faut y adapter une politique ici parce que je disais tantôt, ce n'est pas qu'une question de politique économique, c'est une question alimentaire, c'est une question d'ordre social. Donc, en fait, moi, vous le savez de cette façon, je ne sais pas, mais je considère toujours, en fait, et surtout en prenant ce cas d'école qui est en face de nous, qu'il y a urgence à ce que l'État intervienne. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les populations disent? Les populations interpellent d'une certaine façon, les gouvernants sur la question. Le gouvernant dit non, nous sommes un pays à économie libérale, donc je croise les doigts et je vois le marché faire. Bon, surtout qu'on a reproché à ce même gouvernement d'avoir agi sur les prix d'autres spéculations il y a encore quelques temps. D'avoir empêché les gens de sortir je pense que c'était le soja. Le soja et l'anacade et autres. Et donc,
nous, pas que je crains, peut-être qu'on peut arriver à ces solutions, mais il y a lieu en fait de faire l'état de la situation pour savoir quelles sont véritablement en fait les causes, voir en fait les perspectives en termes de qu'est-ce que ça peut générer en termes de conséquences, ce que ça peut faire, tout là, même faire une étude prospective pour voir est-ce que en fait c'est une situation conjoncturelle qui, même si on laisse passer en quelques mois, on pourrait retrouver le cours normal des choses. Si ce n'est pas le cas, en fait, il y a vraiment urgence à ce que à une politique que Jeff Kobdi n'aime pas entendre, à une politique interventionniste de l'État, quel que soit en fait le domaine, que ce soit en fait interdiction, que ce soit hausse des taxes à l'exportation, vous allez l'horifier en continuant. Sophonie Chiette Koboulé, autre question sur cette subvention, c'est ce lot de subventions pour la campagne agricole à venir. Ce qu'on crée à chaque fois, c'est que les pays environnants puissent en profiter. On parlait du maïs, des perditions de la production nationale vers les pays sahéliens principalement, vers le Nigeria et également des prix certainement plus attractifs. Mais en ce qui concerne les intrants, on a eu à l'observer les années passées, le Togo, le Burkina, tous les pays qui nous entourent sont à des niveaux de prix un peu plus élevés que les nôtres. Donc il y a toujours cette crainte de voir cette subvention que l'État accorde ici profiter à d'autres pays autour de nous. Oui. Si l'entrepreneur agricole trouve qu'il peut vendre le fruit de son labeur mieux dans le pays voisin, c'est à lui de faire son calcul économique. L'État n'a pas à se mêler de ça. C'est pas son rôle d'ailleurs. C'est pas son rôle. L'entrepreneur agricole prend ses risques, produit, et s'il arrive à écouler sa production à un prix qui satisfait ses exigences, tant mieux pour lui. Je crains que, d'abord, je vous rappelle que nous n'avons pas fait comme certains États de la sous-région. Nous sommes bien dans la CEDEAO. Que la libre circulation des biens fait partie des doctrines de la CEDEAO. Oui. Donc, soit on s'assoit sur les textes que nous-mêmes nous avons signés, en faisant des interdictions à l'exportation, ce qu'on ne manque pas de faire des fois, alors qu'on essaie de montrer qu'on n'est pas qu'on est un pays sérieux. Donc, soit on respecte les textes que nous-mêmes nous avons signés, soit on décide de dire, bon, au fond, la signature du Bénin ne vaut pas grand-chose. D'accord. On peut s'asseoir dessus. D'accord. Au-delà du maïs, si je vous prends au mot, ça veut dire quoi? Qu'on devrait autoriser, par exemple, prenons le cas de ces intrants, subventionnés à 14 000, on devrait, par exemple, autoriser, fermer les yeux sur un paysan ou un entrepreneur agricole, comme vous le dites, qui a accès à des intrants à des coûts subventionnés ici, aller le vendre au Togo, par exemple, ou au Ghana. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça que ça fait le bonheur des pays voisins. C'est-à-dire que c'est le contribuable béninois qui finance le pouvoir d'achat du Burkinabé. Au fond, c'est ça la perversité de la subvention. C'est le contribuable béninois qui finance le pouvoir d'achat du Burkinabé. Alors, évidemment, ça montre la générosité et la solidarité du peuple béninois. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ce dont il rêve. Ce qu'il désire réellement. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est que vous subventionnez les intrants, etc. Et puis après, vous vous dites, ah mince, mais les gens produisent et ils ont comment dire, ils ont meilleure opportunité à gauche, pardon, dans le pays à côté. Ben oui, puisque vous lui avez, comment dire, il produit à bas coût, comment dire, en raison des subventions, et puis donc du coup, il cherche à maximiser son rendement, puisqu'il se dit,
si je produis à 100 et que dans mon pays, je vais le vendre à 110, mais que dans le pays voisin, je vais le vendre à 150, à nom de Dieu, il faut courir et aller vendre à 150. Parce que lui, il n'a pas demandé, il n'a pas forcé la main à l'État de subventionner les intrants. Voilà. Donc, c'est l'État qui a décidé. Et puis, soit disant passant, moi, je veux dire que le prix du pain, moi, je me rappelle, dans mon adolescence, le prix du pain, c'était 50 francs, 75 francs. Aujourd'hui, c'est à 125. Moi, je veux qu'on subventionne le prix du pain au Bénin. Et surtout, le prix chez le coiffeur, qui est passé de 100 francs aujourd'hui à 500. Oui, moi, je veux qu'on subventionne le prix, prix de la coiffure au Bénin. Oui, et je veux aussi qu'on subventionne... On n'avait déjà pas de cheveux, donc subventionner le prix du Bon, merci à vous. on a subventionné le blé, mais le coiffeur, bon, on peut y revenir après. Ah ben oui, parce que le prix monte aussi, donc je propose qu'on subventionne aussi, voilà, tout un truc, puisque les prix montent, donc il faut subventionner. Il faut subventionner, voilà. Julien Tometti, est-ce que cette, déjà sur deux niveaux pour conclure sur ce point-là, il y a forcément on l'a vu, le gouvernement on a appelé aux différents groupements agricoles parce qu'il y a toujours la tentation de certains, surtout les spéculateurs, d'acheter les intrants ainsi subventionnés et d'aller le revendre. Mais même au-delà de ça, comme ce qu'on vit avec le maïs, produit avec des intrants subventionnés et aller le vendre dans les pays alentours, quand bien même le paysan a le droit d'avoir, en tout cas de profiter de bonnes opportunités. Et comme Sophonie le dit, simplement, le cas du maïs est encore battant, c'est qu'au final, on subventionne pas seulement les paysans béninois, mais on subventionne aussi les paysans, les pays d'à côté. Oui, vous me permettrez, en évoquant ce débat, de faire une incursion au Nigeria, au géant voisin d'à côté, à l'avènement du président Temnibu par rapport à cette question de subvention du carburant. Oui. L'un des arguments qui avait été avancé, c'est qu'il était, comment dire, justement qu'on subventionnait les Béninois, les Camerounais. Voilà, on prend les ressources du pays, du concitoyen, du donc citoyen, ça tout là, pour faire tout là. Donc, et sur cet aspect-là, vous avez vu, en fait, ils étaient tous d'accord, d'une certaine façon, pour dire que ce n'était pas normal que, en fait, les subventions nigériennes profitent aux autres. Parce que, pour le dire, nous, au-delà, contrairement aux pays européens, d'une certaine manière, nous avons la libre circulation. La libre circulation des biens a ses aménagements. Nous ne sommes pas encore parvenus à ce qu'on appelle en économie un marché unique, qui est déjà une réalité sur, dans l'Union européenne, par exemple. C'est-à-dire le marché unique où, en fait, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle, en fait, pour la circulation. Ici, en fait, nous sommes, en fait, dans un processus de circulation des biens qui n'a même pas encore abouti. Parce que, en fait, les économies sont encore en construction. Les économies ne se sont pas encore évaluées pour, en fait, s'adapter les uns aux autres aux crises. C'est-à-dire quoi? S'il y a une crise, en fait, au plan sous-régional, est-ce que le Bénin, le Nigeria, le Togo sont en capacité de s'asseoir et trouver des politiques communes? À partir du moment où vous n'êtes pas capable de trouver des politiques communes, vous ne pouvez à aucun moment, en fait, laisser libre cours sur tout ce que des produits, en fait, dont, la sensibilité ou le besoin, en fait, sur le plan, je le disais encore tantôt, sur le plan alimentaire, est, en fait, l'un des déterminants qui n'échappe à personne. Et donc, vous le constaterez que subvention rime avec protectionnisme. Parce que, vous le disiez tantôt, nous ne pouvons pas, nous parlons du maïs, nous parlons de trucs là, nous ne pouvons pas, vous vous souvenez, l'année dernière, je pense qu'il y a même des actes réglementaires qui étaient sortis pour interdire la sortie frauduleuse, en fait, des intrants agricoles qui avaient été subventionnés. Des gens ont été même arrêtés pour ça parce que l'interdiction était formelle. Donc, à partir du moment où il y a, comme je disais tantôt, il y a une corrélation. Bon, l'interventionnisme n'est que la conséquence de la subvention. Vous ne pouvez pas subventionner et laisser, en fait, libre cours, en fait, aux velléités je ne veux pas dire des producteurs agricoles, mais en fait, du marché d'une manière générale. C'est en fait la nécessité de protection des consommateurs, c'est la nécessité de protection des concitoyens
pour l'accès à moins de coût ou ne serait pas coût normal des produits pour assurer la subsistance. C'est une question, aujourd'hui quand on parle du maïs, c'est une question de subsistance dont il s'agit. Pourquoi je dis, au-delà des aspects économiques, c'est une question d'ordre social, c'est une question d'ordre alimentaire. Voilà. Ijad Kabouré, pour finir sur ce point, peut-être, comme il le dit, on n'est pas encore un marché unique. Peut-être que la solution, c'est au niveau sous-régional, tout au moins pour une harmonisation des politiques. On aurait pu souhaiter, par exemple, que les États de la CEDEAO puissent procéder, par exemple, à des achats groupés en matière d'intrants. Par exemple, ça pourrait vraisemblablement permettre à la sous-région d'avoir des prix beaucoup plus compétitifs. Pourquoi pas? Une solution régionale? Une solution régionale, moi je suis pour ça. Le problème, c'est que la CEDEAO a un problème, c'est qu'elle a cessé d'être la CEDEAO. C'est-à-dire que son but, c'était d'harmoniser les politiques, notamment agricoles, et les politiques d'industrialisation des différents pays. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est chaque pays qui définit sa politique dans son coin. Le Bénin qui fait Glogic B, le Togo qui envisage avec le même prestataire faire la même chose. Il n'y a pas une coordination. Le but de la CEDEAO, c'était ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour harmoniser les politiques industrielles, la CEDEAO a glissé sur le terrain politique. Parce qu'il y avait besoin d'une homologie politique, c'est-à-dire même régime dans tous les pays, c'est-à-dire au fond un régime démocratique, pour que la discussion et l'harmonisation soient simples. Sauf que quand la CEDEAO a décidé de prendre cette jambe, elle a oublié l'autre jambe, qui était au fond de garantir la liberté, une forme de liberté économique dans la zone. C'est ça l'acte fondateur de la CEDEAO, c'est de permettre la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Pour les capitaux, ça circule quand même. Il faut de constater que les capitaux circulent un peu plus librement que les hommes. Pardon? Les capitaux circulent un peu plus librement que les hommes. Au moins, ça peut être une réussite dans la sous-région. Tout circule que quoi? Les capitaux circulent un peu plus librement que les hommes. Il est bien. Ah oui, absolument. Oui. Mais le problème, c'est que on voulait la liberté totale, c'est-à-dire liberté des biens, enfin, circulation des biens, des personnes et des capitaux. Donc oui, l'échelle, comment dire? Vous savez, on est rentré à l'ère des économies de bloc. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez la zone. Alors, vous avez toujours les États-Unis, qui reste un acteur majeur. Vous avez la Grande Chine, qui est aussi un acteur majeur. Et puis, vous avez l'Union européenne qui se forme, qui harmonise à tout va ces politiques industrielles. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de réindustrialisation, etc. Et donc, vous voyez des grands blocs qui se forment. Nous rentrons progressivement d'une économie des États-nations vers une économie de blocs. Alors, c'est une thèse que je suis en train de développer en ce moment dans un livre que j'écris, mais dans ce changement structurel de l'économie mondiale, l'Afrique ne peut pas se permettre d'avoir encore des pays, des politiques à l'échelle des États-nations. Il faut harmoniser tout ça au niveau minimum sous-régional. Et sinon, pourquoi pas continental, n'est-ce pas? La SDK, par exemple, c'est une ambition continentale. Est-ce qu'on va y arriver? Ça traîne. Même le Bénin n'a même pas ratifié la SDK. Donc, bon, c'est un autre sujet. Ça va, oui, c'est un sujet. Oui. Ça, vous pouvez le dire. Ça, c'est un gros sujet. On parlera de la ratification après. Merci, Sofoni Ijad Kabouré. Merci à vous. Vous êtes économiste et directeur général du think tank l'Afrique des idées. Juno Tometi, pour finir, rapidement.
Non, pas grand-chose à dire que la situation actuelle par rapport au maïs, oui, ça vous importe énormément. Ça nous importe tous, vous savez un peu. Bon. Sinon, Sophonie Zied du côté de Paris, bon, non, ça lui importe aussi parce que très bientôt il va commencer à être sollicité beaucoup. Il va commencer par être sollicité parce qu'il a les siens, ici, donc il ne manquera pas d'avoir. Ça me importe beaucoup. Ça me importe beaucoup. J'aime beaucoup manger la pâte. Je vous rappelle que je suis, n'est-ce pas, d'une zone que vous connaissez très bien et où la pâte est une religion. La pâte de maïs. La pâte est une religion, voilà. Donc, on va finir. On appelle à l'interventionnisme de l'État sur cet aspect pour sauver la pâte. Voilà, merci Julio Tovetti. Je rappelle que vous êtes juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est ce qu'on pourrait dire sur cette question de débat. Ce débat n'est jamais vidé. Nous allons certainement y revenir. Mais en attendant, vous pouvez retrouver nos échanges de ce soir sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct, notre compte X Télé Live, et continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin, Télé avec vous, pour vous.